Mardi 15 novembre 2022, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de Viva. Dans les informations de ce jour, page politique, une commission parlementaire qui se chargera de l'enquête sur l'affaire d'Ikong le 29 août dernier sera mise en place. Un projet de résolution pour la mise en place de cette commission a été voté sans amendement par les parlementaires de la Chambre basse aujourd'hui. Le secrétaire d'État chargé de la gendarmerie nationale est venu assister au vote tout en réitérant que la gendarmerie nationale est prête à donner la main aux parlementaires pour trouver la vérité concernant cette affaire et pour éviter que cela ne se reproduise. Reportage de Mervoulatsfer et Denil Sampras. Moins de 4 mois après l'affaire Ikong, les députés ont voté le projet de résolution numéro 003-2022 PR relatif à la mise en place d'une commission parlementaire enquêtant sur cette affaire d'Ikong qui s'est produite le 29 août 2022. Un projet de résolution présenté par le député Azaf Sianjo Fabrunel, élu dans ce district et aussi vice-président de l'Assemblée nationale de la province de Fianarantsoa. Le secrétaire d'État chargé de la gendarmerie nationale qui est venu assister au vote aujourd'hui a affirmé que chacun cherche la vérité sur cette affaire et chacun aura son intérêt à la trouver. De plus, l'enquête judiciaire et l'enquête parlementaire sont différentes. Ainsi, cette commission parlementaire en charge de l'enquête d'Ikong sera bientôt mise en place. Et selon le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, 15 députés au maximum devront constituer cette commission, soit 10 issus du parti politique IRD, 2 du parti TIM et GPR et 1 député indépendant. C'est à chaque groupe parlementaire de nommer les députés qui composeront cette commission. Les députés ont également affirmé durant cette session plénière que les enquêtes parlementaires devront aboutir car la plupart des enquêtes précédentes n'ont eu aucun résultat. Et suite à la présentation au secteur privé et aux investisseurs du projet Tanamasoinj durant le Forum national des investisseurs de Madagascar, le secrétaire d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat a rencontré aujourd'hui les entrepreneurs et opérateurs malagasy à travers la présentation des opportunités et des développements dédiés au secteur privé au sein de la nouvelle ville. Des lots ont été déjà dédiés au secteur privé et sont ouverts à tous les secteurs. Reportage sur les images de Nzara Ranjiansu. Cette entreprise ont déjà établi un partenariat avec le secrétariat d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat dans la construction, l'aménagement et la promotion de la nouvelle ville Tanamasoinj à Imirtiatousk. 3 d'entre elles sont des entreprises malgaches, si le reste sont des entreprises étrangères. Dans ce sens, la nouvelle ville s'ouvre à tous les secteurs et entreprises souhaitant développer leur activité dans ce projet. Divers lots ont déjà été dédiés au secteur privé, notamment les parcs de logement qui constituent 567 îlots, les tours de logement, les immeubles de logement, les villas, les zones de commerce et de services, le Chinatown, 7 parcs de vente et showrooms véhicules d'occasion, les centres commerciaux et malls, les zones d'hôtels, l'espace commercial au premier plan de l'avenue principale, en rez-de-chaussée des bâtiments résidentiels, le marché du Zuma et le marché de Gros, avec le village artisanal. Le mode opératoire pour le contrat dans le développement de ces lots, ce sera à travers un holding qui sera le développeur principal et la contractualisation se fait avec ce holding pour le développement des lots, mais en attendant la mise en place de ce holding, le SENVH se chargera des partenaires à travers un protocole d'accord. De son côté, le secteur privé a montré sa volonté de collaborer avec l'État dans tous les projets de développement. Néanmoins, il affirme par le biais du président de la Chambre du commerce et de l'industrie d'Antananarivo qu'un mécanisme d'accès doit être mis en place pour faciliter l'intégration de secteurs privés dans des projets, surtout au niveau financier, et que le système financier doit être révisé et plus ouvert. Rappelons que cette rencontre entre le SENVH et le secteur privé, aujourd'hui au CCIA, Antananarivo, est la concrétisation mais aussi la poursuite des travaux déjà effectués durant le Forum national des investisseurs. Et concernant les travaux de construction de cette nouvelle ville, Tanamasoinj, où le secrétaire d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat est actuellement dans la phase de compensation des biens des particuliers qui ont été touchés par le projet de construction de Tanamasoinj. Le terrassement et l'aménagement des routes, notamment l'avenue principale de 3 km, est achevé avec la route de 17 km parcourant la nouvelle ville. Les travaux de réhabilitation de ces routes devront être achevés en 2023 selon les explications du SENVH. En outre, les travaux d'aménagement des lots se poursuivent.
L'émergence de Madagascar commence par l'émergence des régions et il n'y a pas de développement sans décentralisation. C'est dans cette optique que la Journée internationale des régions a été créée, une occasion de mettre en valeur les potentialités de chaque région et de renforcer la coopération avec les partenaires. La 4e édition de la Journée internationale des régions se tiendra dans la région de Vakna-Karach la semaine prochaine, si la 5e se tiendra dans la région du Rumbé en début décembre. Les détails avec Ruth Christelle Rakoutmalal et Yves Janel. Le développement commence à devenir palpable pour la région du Vakna-Karach. Outre les nombreuses infrastructures qui ont été inaugurées, nombreuses sont encore en cours de construction. Il existe également une collaboration de la région avec des partenaires étrangers pour développer cette région. Dans la continuité des efforts déjà déployés, la 4e édition de la Journée internationale des régions se tiendra à Antirabé du 24 au 26 novembre prochain. Plusieurs projets seront présentés à cette occasion, souligne le gouverneur Vivat Rakutvao. Cet événement sera suivi de la semaine de l'entrepreneuriat, toujours selon les explications. La 5e édition se tiendra à Urumbé du 1er au 3 décembre. La région du Rumbé est riche en nombreuses ressources, que ce soit des ressources minières, d'eau douce ou en termes d'agriculture. Mais elles sont sous-exploitées, explique le gouverneur Numenzanar André Tafit Assaren. Lors de cette journée internationale des régions, la ZEI, ou zone d'émergence intégrée, qui sera établie sur une superficie de 13 000 hectares, sera présentée. La région du Rumbé a également pour ambition de construire une usine de gémologie pour transformer les pierres industrielles en pierres précieuses. Une infrastructure y sera également construite en collaboration avec les partenaires français dans le but de rétablir la sécurité, toujours selon les explications. Et justement, la Journée internationale des régions est organisée par le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. C'est le reflet de la concrétisation de la vision du président de la République qui est la décentralisation effective. Toujours un reportage de Ruth Christelle Rakoutmalal et Yves Janel. Le président de la République s'est engagé à établir une répartition égale pour chaque région. C'est pourquoi le gouverneur de la région a été institué et habilité à mettre en œuvre le plan de développement. Pour ce faire, on leur a donné un budget et une autonomisation. Un atelier s'est tenu dans les 23 régions pour recueillir les avis des acteurs afin de pouvoir formuler le plan national de décentralisation, soutient le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Toukel Justin. Le ministère des Affaires étrangères contribue également au développement des régions en connectant ces dernières à l'international et aux diasporas, explique le ministre des Affaires étrangères par intérim, le général Richard Agutunirin. À titre de rappel, la première édition de la Journée internationale des régions s'est tenue à Analamang, la deuxième à Itas et la troisième à Sofia. La visite sur terrain pour le suivi de l'opération de délivrance de jugements supplétifs dans les régions de Diana et Sophie effectuée par le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation s'est achevée dans la commune de Bekurat-Saka, district de Mamkuni, la semaine dernière, durant laquelle on a remarqué un taux élevé des jeunes n'ayant pas de carte d'identité nationale. Reportage de Mervoulat-Sferen. Les habitants de la commune Bekurat sont conscients de l'importance de la possession d'actes de naissance et de la carte d'identité nationale. Environ 1500 personnes ont bénéficié de cette opération de délivrance de jugements supplétifs dans le district de Mamkoun vendredi dernier. En parallèle avec l'opération de délivrance gratuite d'actes de naissance, plusieurs ministères collaborent également dans la délivrance gratuite de carte d'identité nationale. Par ailleurs, lors de la visite du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation dans la région de Sofia, on a constaté que la plupart des bénéficiaires de l'opération de délivrement de jugements supplétifs sont des jeunes. Parlons à présent environnement. Madagascar est actuellement à la présidence de la Convention de Nairobi pour la période de 2002 à 2022 à 2024, ce qui confère l'honneur de recevoir les techniciens des 10 pays membres afin de se concerter sur un amendement de ce protocole sur les aires protégées et la faune et la flore sauvage dans la région de l'Afrique de l'Est, réunion qui se déroulera à Antananarive du 15 au 18 novembre 2022 sous la présidence de Madame ministre de l'Environnement et du Développement durable. Toujours un reportage de Mervoulat-Sferen sur les images de Denis Sampras.
La Convention de Nairobi pour la protection, la gestion et le développement de l'environnement marin et côtier de la région de l'Afrique de l'Est couvre les 10 pays de l'Afrique de l'Est, dont la Somalie, le Kenya, la Tanzanie, le Mozambique et l'Afrique du Sud, les États insulaires des Seychelles, la France, Madagascar, les îles Comores et Maurice. En 2010, un protocole pour la protection de l'environnement marin et côtier de l'océan Indien occidental a été adopté parallèlement à la Convention de Nairobi modifiée. Ces instruments constituent collectivement le cadre juridique régional pour la protection et la conservation de l'environnement marin et côtier de la région de l'océan Indien occidental. En outre, les parties contractantes ont depuis négocié un protocole sur la gestion intégrée des zones côtières de l'océan Indien occidental qui est en attente d'adoption par une conférence de plénipotentiaires. Durant les différentes conférences des parties successives réalisées au sein de la Convention de Nairobi, il a été constaté que l'environnement côtier et marin de la région de l'océan Indien occidental montre des signes de dégradation et de perte de biodiversité. Cette tendance peut être attribuée à des facteurs anthropiques mondiaux tels que le changement climatique, ainsi qu'à des activités plus localisées, notamment le développement côtier, la surpêche, l'extraction de sable, le dragage et la pollution provenant des sources et d'activités marines et terrestres. Cette situation est encore exacerbée par l'incapacité à intégrer pleinement les informations scientifiques sur l'état des ressources marines et côtières et leur impact dans les politiques et les stratégies de gestion, ce qui a induit à la nécessité de réviser et d'amender ce protocole. Il est évident qu'il doit être amendé, c'est l'objectif de notre réunion, ce qui fera l'objet d'une négociation bien évidemment entre les parties contractantes à la Convention de Nairobi lors de cette réunion. Je sais que la tâche est difficile aujourd'hui, ce n'est pas facile. Nous avons un grand défi à relever et ce défi est de taille, mais nous n'avons pas le choix. Nous avons cette charge morale de devoir décider ici, de devoir mettre en raccord ce que nous échangeons aujourd'hui par rapport à ce qui se passe sur le terrain. Et ce qui est d'autant plus difficile, je le dis souvent, c'est qu'on parle du milieu marin, mais nous avons aussi quelque part très peu de connaissances sur ce milieu marin, parce qu'il est toujours plus facile de décider, de débattre sur des choses concrètes lorsqu'ils sont visibles. Le milieu terrestre, par exemple, mais dans le milieu marin, tout se passe sous l'eau et parfois dans les eaux profondes. Alors les biodiversités, la faune, la flore marine, c'est quelque chose que l'on ne voit pas. Sinon, il faut y faire des études scientifiques prolongées pour avoir de meilleures connaissances. Aujourd'hui, nous n'avons pas de connaissances exhaustives de ce milieu marin et ce qui complique aussi les choses. Pendant la COP9 qui s'est tenue à Mombasa, Kenya en 2018, il a été convenu d'engager le processus d'amendement du dit protocole et ses annexes conformément aux dispositions de la Convention. En outre, les parties contractantes ont exhorté le secrétariat de la Convention de Nairobi, en collaboration avec les partenaires, à soutenir le processus d'amendement du protocole et ses annexes. Ce protocole reconnaît le danger lié à l'augmentation des activités humaines et souligne l'importance de protéger et d'améliorer l'état de la faune et de la flore sauvage et des habitats naturels de la région de l'océan Indien occidental, entre autres, les moyens par la création d'aires protégées dans les zones marines et côtières. Cependant, le protocole ne donne pas de détails sur les dangers et les menaces pesant sur les zones marines et côtières et la diversité biologique de la région, ainsi que sur l'interdépendance des habitants, des écosystèmes et des espèces. Il ne reconnaît pas non plus les instruments juridiques et politiques internationaux et régionaux existants, dont certains ont été élaborés après l'adoption du protocole. Il a alors été recommandé que ce protocole soit revu et amendé. Revenons dans la page politique côté diplomatie. 40 étudiants malgaches pourront bénéficier de bourses en Russie à partir de cette année selon l'ambassadeur à Madagascar aujourd'hui. La coopération entre la Russie et Madagascar peut également être bien intensifiée dans le domaine du commerce et du tourisme pour apporter le développement aux deux pays. Reportage de Fandessène Mireille, Yves Janel. Le nombre d'étudiants malgaches pouvant bénéficier de bourses en Russie a doublé depuis cette année. Seuls les étudiants de l'enseignement supérieur sont éligibles à cette offre de bourse.
Il y a encore une domaine humanitaire qui se développe très bien entre les deux pays, surtout dans le domaine de l'enseignement supérieur. Avant, chaque année, les 26 bourses étaient octroyées aux étudiants malagasy pour faire les études supérieures en Russie. À partir de cette année, ce sera 40 bourses d'études pour les citoyens malagasy. Chaque année, 26 étudiants malgaches reçoivent des bourses pour partir en Russie. Dès cette année, 40 personnes supplémentaires pourront en bénéficier, ce qui prouve la bonne santé de la relation entre Madagascar et la Russie dans le domaine de l'éducation. On peut développer également les relations entre les deux pays dans le domaine du tourisme et du commerce, a déclaré l'ambassadeur de Russie travaillant et résidant à Madagascar. La Russie et Madagascar entretiennent de bonnes relations commerciales. De nombreux projets sont en cours d'élaboration en coopération avec ce dernier, comme l'introduction de voitures gaz de Russie à Madagascar. Il y a aussi la promotion du secteur touristique. Le pays russe a également offert une aide alimentaire aux étudiants du sud de Madagascar aujourd'hui. Poursuivant par les actualités sociales, la réduction de l'impôt sur l'habitation qui a été établie depuis l'année 2021 et annoncée au mois de mars dernier à Antananarivo est toujours valable. Selon les explications, cette réduction est basée sur le salaire minimum. Par ailleurs, l'impôt sur l'habitation a été mis à jour par l'administration municipale d'Antananarivo. Si auparavant, c'était le taux en vigueur depuis les années 1990 qui a été appliqué. Cette mise à jour permet ainsi de poursuivre les efforts pour le développement de la commune, selon toujours les explications rapportées par Sylvain dans ce reportage. Plusieurs arrondissements de la capitale de Madagascar ont perçu les impôts sur les habitations à payer depuis hier. Mais en raison de l'augmentation de la somme à payer, nombreuses sont les plaintes qui ont été reçues. Selon les explications de la commune d'Antananarivo, ce sont les taux d'impôt d'il y a 30 ans qui ont été appliqués pour cette fois. Mais le maire de la capitale a lancé le défi de le reformer afin d'aider les familles vulnérables. Ainsi, il a été annoncé depuis le début de l'année que la réduction dépend du salaire minimum. De plus, il y aura également une réduction lors du paiement de la taxe sur l'habitation selon les déclarations de Michael Souloufnian, porte-parole de la CUA. Ce qui est étonnant, c'est l'existence de certains individus qui ne s'intéressent pas au développement et n'ont de cesse de partager de fausses informations concernant la réforme fiscale. Pourtant, le paiement de l'impôt sur l'habitation est la preuve d'une contribution aux travaux de développement et à l'amélioration de la commune. Nous souhaitons tous qu'il n'y ait plus de déchets entassés partout. Nous souhaitons également de bénéficier des projets de curage des canaux pour éviter la montée des eaux durant la saison pluvieuse, à part les différentes infrastructures de base. Alors soyons vigilants pour ne pas tomber dans le piège de ceux qui ne sont pas intéressés par le développement. De plus, même si des réformes ont eu lieu, le maire Nena Djiansitwen était toujours à l'écoute des problèmes de la population. Parlons toujours d'impôts. Les recettes fiscales de la commune de Tanzbat ont connu une baisse pour cette année 2022, a annoncé hier le maire Touvu Rakudzouar. Et seulement 50% des contribuables se sont acquittés de leurs devoirs cette année, si auparavant cela atteignait jusqu'à 80%. À cet égard, le maire exhorte la population à s'acquitter de leurs impôts. De plus, il n'y a pas de pénalité pour ceux qui sont en retard pour le paiement, souligne-t-il. Reportage de Radramananzatou et Denil Sambraz. Les recettes fiscales pour la commune de Tanzbat est d'environ 900 millions d'arrières par an. Pourtant, à un mois et demi de la fin de l'année, seulement 490 millions d'arrières ont été reçus, soit la moitié de l'argent qui devrait entrer dans les caisses de la commune. Ces recettes fiscales sont constituées en majeure partie des impôts dont s'acquittent les entreprises. Actuellement, 76% des impôts venant des entreprises ont été collectés, tandis qu'environ 50% ont été collectés à partir des différents types d'impôts dont se sont acquittés les simples citoyens. Toutefois, ce taux de pression fiscale reste encore faible par rapport aux années précédentes, précise le maire. De ce fait, le maire Touvu Rakudzouar exhorte tout un chacun à payer les impôts pour mener à bien les travaux de développement de la commune. Selon lui, c'est par le paiement des impôts qu'il est possible de construire différentes infrastructures au sein de la commune. À part cela, le maire de Tanzbat, aussi président de l'association des maires de Madagascar, a également exprimé son avis concernant la tentative d'assassinat du maire d'Antananarivo.
La violence est inacceptable, quelles que soient les divergences politiques selon sa déclaration. C'est ce qui nous conduit aux actualités internationales. L'ancien président des États-Unis a prévu d'annoncer aujourd'hui sa candidature à l'élection présidentielle de 2024, mais plusieurs voix au sein du Parti républicain l'accusent d'être responsable des résultats mitigés enregistrés lors des midterms et préférer tourner la page du Trumpisme. France 24. Le 7 novembre dernier, Donald Trump est en meeting dans l'Ohio à la veille des élections de mi-mandat. Je vais faire une très grande annonce le mardi 15 novembre à Mar-a-Lago, à Palm Beach, en Floride. L'ex-président américain devrait donc annoncer aujourd'hui sa candidature pour 2024. Mais alors que les républicains ont échoué à prendre le contrôle du Sénat, Donald Trump est de plus en plus critiqué au sein de son propre camp. Il y a un début, on va pas dire de fond, mais en tout cas de contestation et des doutes de plus en plus grands vis-à-vis de la ligne qu'a incarné Trump, c'est-à-dire Make America Great Again. Le chemin vers la Maison-Blanche s'annonce donc compliqué, d'autant plus que Ron DeSantis, qui a été réélu de manière triomphale gouverneur de Floride, est pressenti pour l'élection de 2024. Des républicains souhaitent que ce soit lui qui représente le parti lors de la présidentielle. C'est un candidat qui serait possible, qui peut-être fait la synthèse entre une certaine tendance trumpiste, mais dans un enrobage un peu plus présidentiable. Donald Trump sort donc fragilisé de ces élections de mi-mandat, mais reste populaire auprès de sa base républicaine, un atout pour sa possible candidature. L'Union européenne a sanctionné hier les responsables iraniens, dont le ministre de l'Intérieur Ahmad Vaidi et 3 institutions, notamment la chaîne publique Press TV, accusées d'avoir diffusé les aveux forcés de détenus après la répression des manifestations engendrées par la mort de Mahsa Amini le 16 septembre dernier. France 24. La chaîne de télévision Press TV, accusée d'avoir diffusé des aveux forcés. Le ministre de l'Intérieur pointé du doigt comme étant l'instigateur de graves violations des droits de l'homme. Ou encore les policiers qui ont arrêté Mahsa Amini. L'Union européenne a présenté la liste des personnalités et entités iraniennes nouvellement sanctionnées. Les différentes forces de sécurité à la manœuvre pour faire taire dans le sang le mouvement de contestation sont directement visées. Les nouvelles sanctions touchent particulièrement le cercle restreint du pouvoir des gardiens de la Révolution et les structures qui les financent. Nous continuons à travailler pour mettre en place de nouvelles mesures. Je voudrais souligner une fois de plus que les sanctions ne sont pas seulement politiques, mais qu'elles doivent être juridiquement sûres. Ce qui compte ici, ce n'est pas le principe des sanctions, mais leur effet concret. Au-delà de ces sanctions, les Européens tentent des gestes symboliques pour condamner la répression et soutenir les manifestants. En fin de semaine dernière, le président français a par exemple reçu à l'Elysée plusieurs militantes iraniennes contraintes de fuir leur pays par peur de représailles. Une rencontre qui a particulièrement irrité Téhéran. Ils se tiennent aux côtés de ces dissidents, dont la vraie nature est bien connue du peuple iranien. Cela montre bien que les Français ont les mains vides. Ils devraient se tenir aux côtés de la nation iranienne. Ils devraient se soucier de leurs intérêts à long terme. Ces gestes ne retiennent en rien le régime iranien. Un premier manifestant a été condamné à mort dimanche, laissant craindre pour le sort des milliers de personnes arrêtées pour avoir réclamé plus de liberté. D'autres militants ont été condamnés à de lourdes peines de prison, sans oublier la répression qui, selon une ONG iranienne basée à Oslo, a provoqué la mort de plus de 300 personnes lors des manifestations, hors de tout cadre judiciaire. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu hier à Kherson, une ville d'importance majeure dans le sud de l'Ukraine, reprise vendredi à l'armée russe à prix élevé après des semaines de combat. France 24 nous en dit plus.
Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité dans la suite des programmes. Dans quelques instants, vous allez suivre l'émission Point de droit avec Noura Nirlint. Sur ce, très bonne continuation et très bonne soirée sur notre chaîne. Au revoir.